Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une chaîne YouTube toute neuve, sur votre nouvelle chaîne YouTube Temps Mort. Une chaîne YouTube qui parlera de basket français, de Jeep Elite, de Pro B, de basket féminin, mais aussi d'équipe de France. Toutes les semaines, vous retrouverez des rendez-vous en vidéo pour parler de l'actualité, de Jeep Elite, de Pro B. Chaque début de semaine, il y aura la chronique Pro B. C'est une émission qui débriefera toutes les rencontres du week-end. Et également quelques petits rendez-vous tout au long de la semaine en vidéo où nous parlerons des points d'actualité chauds du moment. Durant chacune de ces émissions, vous aurez la parole pour donner votre avis, pour débattre, pour critiquer, pour encourager, etc., etc. L'objectif sera de vous donner la parole, vous fans, vous amateurs de basket français, pour que nous donnions une voix dans les médias, sur Internet, de ce sport que nous aimons tant. N'hésitez pas d'ores et déjà à nous suivre sur Instagram, collé Temps Mort Production. Je vous mettrai évidemment dans la description sur la vidéo les liens pour pouvoir vous abonner et évidemment s'abonner à cette chaîne YouTube, c'est le principal, en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. C'est évidemment une première pour tout le monde cette émission. L'objectif sera aussi que vous donniez votre avis sur ce qui vous a plu, sur ce qui vous a moins plu, pour que ensuite nous adaptions cette émission à vos goûts, à ce que vous aimez, à ce que vous attendez également d'un rendez-vous sur le basket français. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la saison, nous soyons tous ensemble et très nombreux pour suivre l'actualité et pourquoi pas se donner comme petit objectif à la fin, lors des dernières journées, de faire des petits multiplex en direct, des émissions en direct, tous les fans pourront réagir. Réussissons ensemble à créer une vraie communauté autour de Temps Mort et autour du basket français. Place désormais à cette première émission où nous allons ensemble parler de ce sujet, les changements d'entraîneur. C'est parti. Aujourd'hui, vidéo sur un sujet qui a beaucoup fait parler, qui a été d'actualité pendant ces vacances de Noël, les changements d'entraîneur et même tout au long du mois de décembre. Deux grands changements majoritaires ont eu lieu à Noël. En Pro B du côté de Poitiers, puisque Jérôme Navier arrive, entre guillemets, à la tête du navire du PB 86, en remplacement notamment de Rudy Nelom, même si Antoine Brault avait du coup fait l'intérim durant quelques semaines. Et du côté de Roanne, un certain Jean-Denis Choulet, que les supporters rouennais ont aimé et vont sûrement continuer à aimer, qui arrive également du coup depuis le limogeage fin octobre de Laurent Pluvy. C'était Maxime Boire qui avait lui aussi assuré l'intérim. C'est Jean-Denis Choulet, entraîneur historique, qui revient à bord du navire de la Chorale de Roanne. Ce seront les deux gros morceaux de cette émission dont nous parlerons aujourd'hui. Et puis nous aurons quand même un petit laïus également sur les différents changements d'entraîneurs qui ont eu lieu, notamment en Jeep Elite, durant le mois de décembre et le mois de novembre, où du coup ce sont plutôt des assistants qui ont pris la tête des équipes jusqu'à la fin de saison. Ils ont été confirmés. Qu'est-ce que cela a donné? Quel bilan sont-ils? On parle notamment du Mans, on parle du Portel, où Éric Girard a laissé sa place à son assistant Jackie Périgouin en se mettant un petit peu de côté afin de redonner un nouvel élan à l'équipe stéliste. Donc nous allons parler de tout ça et nous allons voir également dans une dernière partie de cette émission de quelle manière historiquement sur les saisons passées cela a fonctionné ou non pour les clubs de changer d'entraîneur en cours de saison. Première partie où nous allons nous intéresser du coup au PB 86 et à la Chorale de Roanne. Poitiers, 18e et dernier du championnat de Pro B avec une victoire en 13 rencontres. C'est la plus mauvaise attaque, la 16e pire défense et surtout l'équipe la moins à droite et la plus mauvaise évaluation collective de ce championnat de Pro B. Ça ne va pas du tout du côté de Poitiers. Il a fallu réagir pour le 8e budget de Pro B et qui visait évidemment, comme tous les ans, les playoffs. Accident industriel, clairement, du côté de Poitiers. Le 10 décembre dernier, Rudy Nelom, entraîneur historique de ce club, a malheureusement été limogé. Il a été démis de ses fonctions après une énième défaite. C'était contre Nancy, c'était à domicile. Le PB 86 attendait encore une fois énormément de ces matchs à domicile qu'il faut gagner quand on veut jouer le maintien. Ça n'a pas du tout été le cas et cela n'est pas le cas depuis le début de la saison. Une seule victoire, je le rappelle. Pour autant, ça a été une déchirure énorme
pour ce club de Poitiers et pour ses supporters, puisque Rudy Nolome est arrivé à l'été 2007, ça faisait 12 ans qu'il était présent du côté de la Vienne. De nombreux sacres, le titre de champion de France en 2009 de Pro B. Évidemment, l'année suivante, le titre de meilleur entraîneur de Pro A en 2010, et il est l'assistant de Vincent Collet depuis de nombreuses années en équipe de France. Il avait été reconduit cet été pour un an, après les playoffs qui avaient été acquis lors des dernières journées. Une nouvelle année de confiance, entre guillemets, qui lui avait été donnée par les dirigeants de Poitiers, sans que cela ne fasse vraiment l'unanimité au sein du club poitevin. Pour autant, l'entraîneur historique avait été conservé. Il s'avère qu'après des erreurs de casting, des mauvais choix, cette prolongation n'a semble-t-il pas vraiment été fructueuse et il a fallu appuyer sur un bouton pour pouvoir essayer de faire changer les choses. Les dirigeants de Poitiers ont donc décidé de se séparer de Rudy Nolome. Dans un premier temps, c'est Antoine Brault qui a pris la suite, son assistant, l'intérim en tout cas. Et depuis, donc cet hiver, les vacances de Noël où le club était à la recherche d'un nouvel entraîneur. On avait d'abord pensé à Laurent Pluvy, qui avait justement été limogé de Roanne quelques semaines avant. Au final, cela ne s'est pas fait. Laurent Pluvy, sûrement préférant rester sans club pour attendre l'été prochain, où vraisemblablement il risque d'y avoir beaucoup de place de libre à la tête des clubs, à la fois de JP Elite et à la fois de Pro B avec des gros projets. Donc cela s'est plutôt porté sur Jérôme Navier. Jérôme Navier qui a été champion de National 1 la saison passée avec Saint-Quentin, qui a permis donc au club picard d'accéder à la Pro B, de revenir en Pro B plutôt. Il avait souhaité à la fin de cette saison prendre un petit peu de recul, préférant peut-être devenir manager général ou directeur sportif d'une équipe. Pour autant, l'ancien entraîneur de Cholet fait donc son retour à la tête d'une équipe et surtout de Pro B. Donc voilà, ça va être quelque chose de positif pour Poitiers qui va basculer entre guillemets sur une nouvelle dynamique avec du coup un nouvel entraîneur. Ça faisait quand même 12 ans que Rudy Nolome était présent. Maintenant la question c'est est-ce que la seule arrivée de Jérôme Navier va pouvoir permettre de réellement changer les choses du côté de Poitiers. Il faut noter qu'il y a un véritable problème du côté du PB 86. C'est pas tant certes les résultats qui ne sont pas toujours positifs de saison en saison, ou en tout cas qui sont très irréguliers, c'est l'absence de projet sportif qui fait problème du côté du PB 86. La redescente de Pro A en 2013 n'a pas été suivie d'un réel projet pouvant peut-être ramener à une remontée ou en tout cas à une réelle progression. L'année suivant la descente, l'équipe de Rudy Nolome avait fait plutôt bien le job en 2014 puisqu'ils finissent 4e de Pro B. Ils ne montent pas derrière, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui se créait. L'année suivante, malheureusement, ils terminent 12e. Ils accrochent la saison suivante les playoffs en finissant 8e. En 2018, ça finit 16e, à quelques encablures de la descente. Ils se maintiennent à une journée de la fin. Et la saison dernière, ils arrivent à accrocher les playoffs avec une 9e place et la dernière place qualificative. Mais pour autant, on sent qu'il n'y a pas de réel projet, dû au fait également de l'irrégularité. L'été a également été marqué par la perte de joueurs. Kevin Harley, qui scorait 15 points par match la saison passée, est parti à Boulazac en JP Elite. Ron Anderson, à l'intérieur, est également parti. Jer Reynolds est resté, mais pour autant, certes, il amène de l'expérience, mais il shoot à 42% et il perd 2 ballons par match. Il n'est pas vraiment au top, malgré ses 12 points et demi de moyenne. On attend encore plus d'un joueur américain et surtout d'un meneur qui, pour l'instant, ne pousse pas réellement son équipe vers le mieux. D'autres points sont négatifs du côté de Poitiers, puisque Abdoulaye Mbaye est blessé, et pour autant il ne fait pas une saison incroyable lui non plus. Et puis il y a l'échec cuisant, mais réellement cuisant, de Baptiste Choiffé, qui arrive tout droit de JP Elite, qui est censé être vraiment un grand prospect du basket français, sur lequel Poitiers avait beaucoup misé cet été en se disant on va réussir à le faire éclore. C'est pas du tout le cas. Il est la pire évaluation de l'équipe, il ne score quasiment pas, et donc derrière c'est compliqué. Ramenons à ça le fait que ce sont plutôt les pigistes médicaux, dont un qui a été signé jusqu'à la fin de la saison, qui font le job, puisque Brian Pamba amène vraiment quelque chose de nouveau à cette équipe, arrivé à la place d'Abdoulaye Mbaye justement qui est blessé, et Féo DJ aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas que d'eux qu'il faudrait attendre.
un joueur comme Kevin Mendy qui est là depuis plusieurs années stagne et ne propose pas forcément non plus quelque chose de réellement nouveau. Il manque un élan pour pouvoir relancer quelque chose du côté de Poitiers. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'arrivée d'un nouvel entraîneur peut apporter quelque chose sans réellement changer l'effectif? Et c'est là où du coup on pointe du doigt l'actualité qui se passe actuellement, puisque le président et Jérôme Navier ont annoncé que 2 nouvelles recrues devraient rejoindre les rangs poitevins d'ici quelques jours, ou même d'ici 1 ou 2 semaines, pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Une équipe qui n'a pas forcément réussi à jouer, à gagner des matchs pendant 4 mois, ne va pas retrouver peau neuve juste avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Et c'est là-dessus qu'il faut être capable de construire du côté de Poitiers, peut-être apporter de nouveaux joueurs. Il semblerait qu'avec le 8e budget et par la voix de son président, le club a annoncé qu'ils avaient quand même les moyens pour pouvoir récupérer de nouveaux joueurs, même s'il va falloir quand même mettre le limogeage de Rudy Nelom dans les finances, puisqu'il va y avoir de l'argent qui va revenir à l'ancien entraîneur. Donc c'est de l'argent qui va aussi partir des caisses de Poitiers. Voilà, comment cela va se passer. Pour autant, derrière, Poitiers récupère un entraîneur qui reste sur une très bonne saison, qui a eu du coup des bilans plutôt positifs, qui a réussi à ramener Saint-Quentin en Pro B alors que ça faisait quand même plusieurs années que le SQBB attendait de pouvoir remonter. Maintenant la question c'est Jérôme Navier signe pour 2 ans et demi. Maintenant quel est le projet autour de cela? Est-ce qu'on va refaire du Poitiers en réussissant du coup cette saison à se sauver, sachant que cela est loin d'être fait? Et derrière repartir sur des saisons irrégulières, ou est-ce que derrière, peut-être, en tout cas, que l'arrivée de Jérôme Navier avec les dirigeants, ils vont se concerter, ils vont réussir à recréer un projet. Mais en tout cas, ce qui pointe vraiment problème du côté de Poitiers, c'est vraiment cette absence de projet sportif, cette absence de projet avec la nouvelle arena qui va arriver du côté du Futuroscope. On avait annoncer de belles choses du côté du PB86. Ce serait vraiment triste de lancer cette saison, lancer la nouvelle saison du côté de la salle du Futuroscope avec la Nationale 1. Il ne faudrait surtout pas que le club descende, ça mettrait vraiment à bas le statut professionnel du PB, le centre de formation qui est plutôt compétitif du côté de Poitiers, puisqu'on rappelle quand même que leur équipe réserve, leurs espoirs sont en National 2, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes. Il y a que seulement 2 équipes réserves qui sont en National 2, Lille et Poitiers. Donc voilà, ils ont un centre de formation compétitif, leur U18 fonctionne très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au-dessus? Pour l'instant, il s'avère qu'à Poitiers, au niveau de l'équipe professionnelle, pas grand-chose est proposé. Je finirai ce petit point du coup sur Poitiers et sur l'arrivée évidemment de Jérôme Navier. Avec le planning qui arrive pour les Poitevins. Ça ne s'annonce pas du tout facile. Un déplacement à Antibes, la réception de Souffel qu'il va falloir gagner, puisque Souffel a fait un très très bon début de saison et sur une phase un peu plus négative avec quelques défaites. Derrière, il va falloir recevoir Fos. Ça sera pas simple puisque Fos-sur-Mer relève la tête après un début de saison tout aussi catastrophique comme le PB. Et derrière, ils vont aller à Grise dans une salle qui va évidemment être surchauffée et qui va être très compliquée à jouer. On sait que c'est très compliqué d'aller en Alsace du côté de Gries-Oberhofen. Donc derrière, ça va être compliqué. Il va falloir gagner des matchs sur le mois de janvier pour Jérôme Navier et pour Poitiers, c'est obligatoire. La question, c'est avec quel joueur, comment cela va se passer du coup après le retour d'Abdoulaye Mbaye. Est-ce que Brian Pamba va être conservé? C'est une autre question. Et puis surtout, quels vont être les joueurs qui vont être rapportés du côté de Poitiers? Il y a encore une place pour un étranger. Comment cela va se goupiller? C'est toujours la question qui se pose du côté de Poitiers. En tout cas, cette première valse d'entraîneurs en Pro B, c'est du côté de Poitiers, alors que d'autres équipes avaient été en difficulté auparavant. Ils ont souhaité garder plutôt une certaine stabilité. On parle de Paris qui fait pas forcément un très très bon début de saison. On parle de Fos-sur-Mer avec Rémi Juta qui avait pensé à partir cet été et l'été dernier. Au final, il est toujours là. Fos semble relever la tête. Nicolas Antic et Antibes, eux aussi, commencent à relever la tête après un début de saison compliqué. Donc voilà, du côté de la Pro B, c'est le seul changement pour l'instant qu'on a vraiment à noter. En même temps, pour l'équipe qui est vraiment, réellement, purement, simplement lanterne rouge de Pro B, il va vraiment falloir relever la tête. On le rappelle, ce serait vraiment une catastrophe pour Poitiers, qui est désormais en LNB depuis de très nombreuses années, de descendre en National 1. Là, pour le coup, le projet d'Arena au Futuroscope et, entre guillemets, de remonter d'un gros club français serait vraiment mis en péril.
Deuxième partie, et celle-ci me tient bien à cœur parce que c'est le retour, entre guillemets, à la chorale de Roanne d'un entraîneur que j'adore énormément, Jean-Denis Choulet qui revient du côté de Roanne. 16e, la chorale, première équipe relégable, puisqu'on le rappelle, il y aura 3 descentes cette saison en JP Elite liées à la réforme du coup de ce même championnat. 5 victoires, 12 défaites. Il n'y a pas forcément panique encore à bord du côté de Roanne, puisqu'ils sont à égalité avec le premier non relégable qui est le BCM Gravelines. Donc voilà, il va falloir malgré tout relancer une dynamique du côté de la chorale. Cela avait été la volonté lorsque Laurent Pluvier avait été débarqué le 22 octobre dernier de la chorale. Maxime Boire avait pris sa place, son assistant. Ce départ avait plutôt surpris puisque en soi la chorale de Roanne promue n'était pas non plus en difficulté. À l'époque ils étaient même à égalité avec Orléans qui était monté avec eux de Pro B la saison passée. Cette éviction semblait assez rapide du côté de Laurent Pluvy, puisqu'il avait quand même participé à la remontée de ce club de Pro B jusqu'en JP Elite la saison dernière. Il était déjà présent la saison d'avant, même si la non-montée il y a 2 ans avait été un certain échec du côté de la Vacheresse. Voilà, pour autant, le remplacement de Laurent Pluvy par son assistant Maxime Boire a été teinté de positif comme de moins bon. Il y a eu la victoire au Mans, face au Mans, pardon, qui avait vraiment été positive, celle contre Dijon également. Il y avait une grosse claque contre Nanterre. Il restait sur 2 défaites contre Limoges et contre Châlons. La dynamique ne semblait pas non plus très positive avec Maxime Boire. Donc voilà, il fallait du changement. Jean-Denis Choulet avait dit qu'il ne reviendrait pas avec cette équipe de dirigeants, puisqu'on le sait, quand il était parti de Roanne il y a quelques années, cela avait été en quelques désaccords avec les dirigeants rouennais en 2011 dernier. Donc en soi, on savait qu'il ne reviendrait pas sans le retour notamment de son président de l'époque, Emmanuel Brochot. Il s'avère que c'est le cas. Du coup, pendant Noël, Emmanuel Brochot est allé voir le président de Roanne, l'équipe dirigeante, et a essayé de se refaire une place. Il fait son retour et il amène dans ses valises Jean-Denis Choulet. Maintenant, voilà, Jean-Denis Choulet va devoir faire avec l'équipe qui est présente, qu'il n'a pas forcément construit. On sait que Jean-Denis Choulet est un professionnel de construire des équipes avec des joueurs que l'on n'attend pas. Ça a été le cas quand il a été champion en 2007 avec Roanne. Ça a été le cas avec Châlons quand il a été champion de France également, en sortant à Justin Robertson qu'on n'attendait pas forcément tout petit et auquel pas grand monde ne croyait. Donc voilà, maintenant... Qu'est-il du cas de cette équipe de Roanne? Certains joueurs ne prêtent pas vraiment satisfaction. Ce sont les étrangers qui emmènent le groupe, avec Yann Miller qui score 15 points par match mais à 38% au tir. Marquise Reed et Justin Carter scorent aussi et font leur job. Il y a un Joe Burton qui fait du Joe Burton mais qui est plutôt efficace avec 60% au tir, 9 points, 4 rebonds. C'est pas du très gros, mais maintenant on savait que Joe Burton avait été réellement calibré pour de la Pro B. Après, son côté très peu athlétique rendait les choses très compliquées. Pour de la JP Elite. Il avait plutôt un profil à la Joanne Passave-Dutheil, dur au mal, au sol. Pour autant, il fait son job. Maintenant, les joueurs qu'ils ont ramenés de Pro B, avec des recrues qui étaient audacieuses, Olivier Cortal, Xavier Forcada, ont du mal à passer le cap. Clairement, c'est plutôt une déception. Les joueurs qu'ils ont conservés aussi ont du mal à faire leur trou. Clément Cavallo a du mal à passer le cap Pro B JP Elite pour l'instant. Voilà. Malgré tout, il n'y a pas de panique encore dans la demeure. Et c'est là-dessus qu'il faut être capable de construire du côté de Roanne. Une nouvelle dynamique vient d'être créée du coup avec l'arrivée de Jean-Denis Choulet qui a fait ses premiers entraînements et qui va du coup être présent dès la première rencontre juste après Noël pour Roanne. Maintenant, on sait que Jean-Denis Choulet va apporter de la poigne à cette équipe. C'est sa marque de fabrique. Donc voilà, quand on veut mener un projet maintien dans une équipe, on sait que la dureté, on sait que le caractère de Jean-Denis Choulet va pouvoir permettre à cette équipe de se relever. Maintenant, c'est un entraîneur très offensif. On a vu que en termes de talent offensif, à part du coup les 3 étrangers qui scorent beaucoup, derrière c'est compliqué. Donc sur qui Jean-Denis Choulet va-t-il se baser pour pouvoir essayer de maintenir cette équipe? C'est la bonne question. Les joueurs français ne semblent pas totalement prêts à pouvoir réélever ce groupe.
Donc voilà, c'est là-dessus que la question va réellement se poser. Qu'est-ce que Jean-Denis Choulet va pouvoir faire de ce groupe? S'il arrive, c'est pas pour rien car on sait que Jean-Denis Choulet est une personne très réfléchie. S'il a fait ce choix de venir jusqu'à la fin de la saison, c'est pour évidemment essayer de maintenir son club de cœur. Il va le faire avec beaucoup d'envie. Il va avoir les supporters derrière lui, c'est clair, puisque on sait évidemment que les supporters de Roanne adorent, aiment Jean-Denis Choulet pour tout ce qu'il leur a fait vivre et qu'il aura le soutien de tout le monde. Même lorsque ça ira un petit peu mal, on sait que les supporters seront là à la Alvacheresse pour pousser l'équipe. L'autre grande partie de cette émission va être consacrée aux assistants qui ont pris la place des entraîneurs. Cela reste un long débat. Est-ce que cela est positif de prendre un assistant lorsque l'on limoge un entraîneur? C'est évidemment une facilité financière, mais outre cela, est-ce que cela apporte réellement une plus-value au groupe? Puisqu'on rappelle qu'il y a quand même une certaine continuité quand on est coaché par l'assistant et plus par l'entraîneur principal. C'est un long débat qui s'instaure chez beaucoup de gens amateurs de basket. D'ailleurs, Jean-Denis Choulet en avait même parlé dans une interview à Bibasket il y a quelques semaines où il avait dit est-ce que cela vaut vraiment le coup de remplacer un entraîneur principal qui n'a pas forcément des bons résultats par son assistant, plutôt jeune qui n'a pas forcément d'expérience? C'est une bonne question. Cela a été fait en tout cas au moins depuis le début de la saison dans quelques équipes en Deep Elite. La première et la plus grande réussite, c'est celle du MSB, puisque ils avaient, eux, heureusement d'ailleurs, donné leur chance à un jeune entraîneur qui avait évidemment du background en tant que joueur. Dounia Issa avait eu un bilan relativement moyen après quelques semaines de coaching du côté du Mans, 3 victoires en 11 matchs. C'était d'ailleurs ce qui avait valu son limogeage. Pas de nouvel entraîneur entre guillemets venant de l'extérieur du coup pour le MSB, mais plutôt l'assistant qui prend la place de Dounia Issa, Elric Delors, et qui réalise vraiment 6 matchs de très très bonne facture, puisque 5 victoires pour une défaite, c'est le bilan d'Elric Delors à la tête du Mans, qui est désormais avec 8 victoires et 9 défaites. Ça change du 3 victoires 8 défaites lors du départ de Dounia Issa. Une victoire prestigieuse face à Lasvel, 83-74, et une seule défaite, c'était juste avant Noël, contre Pau. Donc ça veut dire qu'ils étaient quand même sur 5 victoires consécutives. Ça va bien mieux du côté du Mans, donc ça c'est une réelle réussite. De l'autre côté, il y a 2 autres clubs qui ont fait ce choix-là de changer d'entraîneur. Mehdi Mari qui a pris la place d'Alfred Djoulbé du côté de Limoges. 2 victoires pour 2 défaites après le départ donc, du coup d'Alfred Djoulbé et l'arrivée de Mehdi Mari au coaching après du coup cette début de saison d'Assistana pour lui. Il reste sur 2 belles victoires contre Roanne et Strasbourg, ça c'est positif. Et enfin une première victoire à l'extérieur, c'était donc à Roanne, ce qui solde le bilan de Limoges à l'extérieur de 1 victoire pour 8 défaites. Ça c'est un vrai problème. Limoges ne voyage pas bien du tout, il va falloir espérer plus de régularité pour ce groupe et pour le club s'ils espèrent pouvoir aller chercher les playoffs. Limoges reste un grand club, Limoges a un gros budget et le CSP veut gagner des rencontres et surtout aller chercher les playoffs. On le sait. Maintenant, il y a eu quelques erreurs de casting cette saison pour Limoges. Ovidius Varanoskas a été clairement un échec. Benoît Mbala ne porte pas forcément satisfaction. Donc voilà, ces erreurs font que malheureusement, les étrangers qui devraient apporter à ce groupe n'apportent pas. Ovidius Varanoskas est parti. Il reste quand même quelques satisfactions du côté de Limoges. On parle notamment de Jerry Boutsielé qui confirme sa bonne saison dernière. La domination également de Vicent Ford et de Semaj Kristen, malgré leurs blessures, et ça c'est un petit point noir. Donc voilà, malheureusement, ce qui porte réellement défaut à cette équipe de Limoges, et c'est pas de la faute de Mehdi Mari qui vient d'arriver du coup au poste d'entraîneur principal, c'est cette irrégularité, c'est ce manque de joueurs réellement dominants pour apporter quelque chose. Voilà, il va falloir faire avec. L'objectif étant bien que mal d'aller chercher les playoffs. Limoges et les dirigeants ont souhaité donc donner sa chance à Mehdi Mari, qui a quand même une petite expérience, qui était en Suisse la saison passée. Donc il a une certaine expérience comme coach principal. Donc là-dessus, c'est pas comme si c'était un jeune entraîneur qui arrivait. Il a déjà un petit peu de background derrière lui, donc il va essayer de construire avec tout cela. Maintenant, on sait que ça reste le CSP Limoges, on sait que ça reste
Un gros club avec des supporters qui sont toujours derrière, qui ne sont pas forcément très contents de ce qui se passe cette saison. C'est normal puisque Limoges aime gagner, et c'est cette culture, surtout maintenant qu'il faut relever la tête après le malheureux départ il y a 2 ans de Frédéric Fortet. Euh, on a un petit peu peur pour ce club de Limoges. Il ne faudrait surtout pas qu'il redescende en Pro B, loin de là. Maintenant, c'est pas forcément à l'ordre du jour, même si du coup Alfred Joulbet a préféré partir, voyant que la sauce ne prenait pas et qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose de positif du côté de Limoges. C'est aussi la marque des grands entraîneurs. On sait qu'Alfred Joulbet est un des entraîneurs les plus capés de Liga Endesa en Espagne. Il était arrivé avec son CV, mais il n'est pas forcément arrivé avec le contenu, et les erreurs de casting ont fait que Joulbet a préféré partir. Mehdi Mari arrive, ça aussi c'est un changement avec un assistant. Pour l'instant il n'est pas négatif, maintenant il n'y a pas de réel renouveau puisque c'est un bilan de 50%, 2 victoires, 2 défaites pour Mehdi Mari en 4 matchs. Il va falloir attendre un petit peu plus pour pouvoir tirer un réel bilan de ce changement d'entraîneur du côté du CSP. Le dernier changement du côté de la Jeep Elite avec un assistant qui passe entraîneur principal, c'est du côté du Portel. Là aussi pour le Portel c'est très compliqué. Ils sont lanterne rouge, ils ont 2 victoires de retard sur le premier non relégable, seulement 3 victoires cette saison pour le Portel. Le réel problème pour cette équipe, c'est 0 victoire à l'extérieur. Là aussi, comme pour Limoges, c'est compliqué d'aller chercher des victoires à l'extérieur et cela pose vraiment souci. Même si derrière à domicile, il s'agit de jouer dans un chaudron, pour l'instant c'est seulement 3 victoires sur toute la saison à domicile. Donc il va falloir plus, il va falloir encore plus pour le Portel. Début décembre, donc Éric Girard a cédé sa place à son assistant, son ami de très longue date, de plus de 20 ans, Jackie Périgua, qui était d'ailleurs sa voix au sein du groupe. L'objectif pour Éric Girard au sein d'un club qu'il tient dans son cœur, c'est donner un nouvel élan à ce groupe, donner une nouvelle dynamique. Il reste évidemment au club, il prend le job de manager général, il va rester derrière pour chapeauter tout ça, mais il n'est plus entraîneur principal du groupe. Ce petit budget qu'est le Portel s'appuie chaque saison sur une ossature justement forte, sur une entente forte, sur l'appui de ses supporters. On voit que cette saison c'est plus compliqué. Il y a eu le départ de Franck Hassel après une altercation dans les vestiaires. Le mauvais choix avec Joe Alexander où la mayonnaise n'a pas pris. Et donc qui lui aussi est parti. Là aussi, on pointe du doigt quelques erreurs de casting. La faute n'est pas forcément à l'entraîneur Éric Girard. D'ailleurs, il n'a pas été limogé. C'est lui qui a organisé plus tôt son départ. Malgré tout, il faut quand même poser une question. C'est qui va désormais dominer au sein de ce groupe alors que Franck Hassel vient donc de partir. Il était clairement le meilleur joueur depuis le début de cette saison du côté du Portel. Il était aussi un joueur emblématique puisqu'il a déjà passé 2 saisons dans le Nord. Les supporters l'adorent, les supporters l'aiment. Et malheureusement, il ne sera plus là puisqu'il a été limogé. Ça, c'est toujours cette question. Quen Chatham va le remplacer. Maintenant, c'est un joueur qu'on connaît très peu. Il a que 2 saisons et demie dans les pattes en Europe. On a envie de se dire que c'est un joueur qui va pouvoir porter puisqu'il est un peu dans la même veine. Il est très athlétique. Il va avoir ce sens du scoring. Maintenant, on garde toujours le même entraîneur, entre guillemets, puisque Jackie Périgua était un réel duo avec Éric Girard. Donc il n'y a pas réellement forcément de renouveau, même si cette volonté de départ d'Éric Girard était pour donner un nouvel élan au groupe. Pas forcément de nouveaux joueurs. Ça va être très compliqué pour le Portel, en sachant qu'ils ont 2 victoires de retard sur le premier relégable, qu'il va y avoir 3 descentes cette saison. Le maintien s'annonce vraiment très compliqué pour les stylistes. L'objectif recherché reste l'électrochoc, mais on garde le même staff, à part du coup Éric Girard qui change de poste, donc qui reste en plus au sein du staff technique. Voilà, le gros point d'interrogation pour moi sur ces changements d'entraîneur, ça reste du côté du Portel. Et pour autant, Éric Girard est quelqu'un que j'adore. Vous voyez son livre en plus qui est juste derrière moi, un livre que j'ai adoré, que je vous conseille d'ailleurs de lire si vous le souhaitez. Sa vie est incroyable, son chemin parcouru après tout ce qui s'est passé dans sa vie est génial. Mais pour autant, maintenant, qu'attendre de cette équipe du Portel qui est dernier, seulement 3 victoires, 0 victoire à l'extérieur, 2 victoires de retard sur le premier relégable
et le premier non relégable puisqu'ils sont à égalité, ça va s'annoncer très compliqué pour le 2SM Le Portel. Le bilan qu'on peut tirer de ces changements d'entraîneur, tout du moins du passage d'assistant à coach principal, c'est que c'est cool. On donne leur chance à des assistants. Moi, ça, j'adore. Je trouve ça génial, c'est positif. On voit des nouvelles têtes au coaching. Mais maintenant, qu'est-ce que cela apporte réellement? On reste sur une certaine continuité, même si on sait très bien que chaque entraîneur a sa vision du basket et que deux entraîneurs n'auront jamais exactement la même vision de la discipline et de ce sport. Pour autant, on commence la saison avec un entraîneur, avec un assistant ou deux parfois. On passe un assistant principal. Voilà, il va forcément garder une certaine même ligne, surtout quand on garde le même effectif. L'objectif de ces changements, c'est vraiment essayer de créer un électrochoc selon moi, mais plus que de vouloir créer une nouvelle vision dans le groupe, un nouveau basket. Comme par exemple, du coup, Poitiers et Roanne peuvent le faire avec le retour de Jean-Denis Choul avec l'arrivée de Jérôme Navier. C'est plus compliqué pour ces équipes-là. Là, pour le coup, la volonté est plutôt d'aller chercher quelque chose de semblable, aller chercher l'électrochoc en vous disant attention, tout le monde n'a pas sa place, tout le monde n'a pas sa place assurée. Regardez, l'entraîneur a sauté, faites attention, il faut que vous fassiez le job si vous aussi vous voulez pas sauter. C'est plutôt le message qui serait à passer aux joueurs. Donc voilà, moi il y a quelque chose qui me chagrine plus, c'est que réellement si les clubs voulaient donner leur chance à des entraîneurs entre guillemets plus jeunes, ils le feraient dès le début de la saison, comme Le Mans l'a fait avec Dounia Issa. Alors effectivement, ça n'a pas été convaincant, puisque Dounia Issa est parti et en plus n'a pas eu de très bons résultats, mais pour autant, on ne peut pas enlever au Mans cette audace d'avoir voulu trouver une solution avec un nouvel entraîneur jeune qui n'a pas encore d'expérience, ou en tout cas pas à ce niveau-là. C'est positif. Donc voilà, moi je trouve ça compliqué. Si on veut vraiment donner la chance à des entraîneurs qui sont aujourd'hui assistants, qu'on les propulse entraîneurs principaux dès le début de la saison et pas quand cela est compliqué. Parce que d'ailleurs, on le voit à l'image du Mans avec Éric Delors, il réussit super bien. Et c'est ça qui est positif. Mehdi Marie est un jeune entraîneur qui bosse beaucoup. On lui donne sa chance. Mais pourquoi ne pas lui donner dès le départ dans ce cas? Voilà. Maintenant, on voit aussi que recruter des entraîneurs à leur CV, parfois, cela n'est pas convaincant. L'exemple du côté de Limoges avec Alfred Joulbé. L'exemple en Pro B avec Nicolas Antic qui n'a pas réussi à maintenir Antibes la saison passée en remplacement de Julien Espinosa et qui pour l'instant ne réalise pas forcément un très bon début de saison du côté d'Antibes. L'exemple de Christian Monchot également du côté de Nancy qui réalise des saisons moyennes depuis son arrivée à la place de Greg Beugnot, mais qui pour autant ne permet pas au club de retrouver sa superbe que le SLUC a eu il y a quelques saisons. Donc voilà, attention à ça. Ok, on peut donner la chance à des entraîneurs qui étaient assistants, mais allez, osons et donnons-leur cette chance dès le départ. Moi, c'est surtout ça que j'aimerais. Et puis ce bilan, il faut plutôt le porter, je dirais, à la lumière, pas de l'histoire, mais à la lumière des saisons récentes, des saisons passées. Est-ce que les changements d'entraîneur en cours de saison ont porté leurs fruits pour les clubs dernièrement? La saison passée, du côté de Cholet, Herman Kunter est revenu à la tête du CB. Un peu à l'image d'ailleurs de Jean-Denis Choulet, ils ont fait revenir un entraîneur historique. Herman Kunter était parti quelques temps dans son pays natal en Turquie pour entraîner. Bon, pas forcément avec grand succès. Il est revenu en France, il est revenu du côté de Cholet. Maintenant, est-ce que cela a réellement porté ses fruits? La réponse est oui, du côté de Cholet, puisqu'il était revenu en cours de saison passée. Il a permis au club de se maintenir entre guillemets lors des dernières journées, clairement. Et d'ailleurs derrière, il a prolongé jusqu'en 2021 et son début de saison est carrément bon pour Herman Kunter à la tête de Cholet. Alors on parle, Cholet réalise un super bon début de saison, 11 victoires pour 6 défaites. Donc voilà, Herman Kunter est revenu, plutôt pas arrivé parce que il fait partie des meubles du côté des Mauges, mais il est revenu en cours de saison. Il a permis au club de se maintenir, c'était l'objectif alors que c'était carrément mal embarqué pour le Cholet Basket lorsqu'il est arrivé. Voilà.
il a maintenu le club, il réalise un très bon début de saison, donc effectivement, ce changement d'entraîneur a porté ses fruits. Et là, on parle d'un entraîneur historique, on parle d'un entraîneur qui connaissait l'environnement où il arrivait, et donc ça aussi, c'est quelque chose de plutôt positif pour ce club de Cholet. Euh, c'est entre guillemets pas forcément une grande prise de risque, même si pour Herman Kunter ça l'était plus, puisqu'on se rappelle quand même que pour le groupe de Cholet, pour le groupe, pour le club et même pour les supporters, bah, Herman Kunter, c'est quand même un entraîneur historique qui a permis au club d'être champion de France. Une belle saison en Euroleague à l'époque, avec Sami Mechia, Randall Folker, des mecs dont les supporters de Cholet se souviendront vraisemblablement à vie, en tout cas tous ceux qui l'ont vécu. Donc voilà, c'était un risque pour lui. Il revient dans un endroit qu'il connaissait. Ça porte ses fruits, c'est plutôt positif puisque Cholet fait du coup une très bonne saison. Donc voilà, ça c'est plutôt quelque chose de positif, du coup, ce changement d'entraîneur. Euh, Monaco l'avait également fait en cours de saison dernière. Sacha Obradovic était arrivé au coaching de Monaco. Bon, ça se passait plutôt bien au sein de l'ASM, même sans Sacha Obradovic. Sasso Filipovski faisait une très bonne saison aussi du côté de Monaco, même si c'était pas non plus au point de ce qui était attendu par les dirigeants. Bon, il s'avère que l'arrivée de Sacha Obradovic, qui est un entraîneur qui a du vécu, qui est un entraîneur qui a de l'expérience, a été positif pour l'ASM, puisque ils ont été en finale de Jeep Elite avec une défaite en finale contre l'Asvel, qui finit championne de France. Mais ce changement a aussi été positif. Après, on est sur un changement d'entraîneur qui est entre guillemets un peu différent, puisque la saison de Monaco était loin d'être catastrophique quand Sacha Obradovic est arrivé. Il a quand même permis d'arriver à une certaine continuité, puisque au final c'est finale de Jeep Elite et c'est plutôt cool pour le club, même si évidemment la SM aurait préféré gagner, surtout face à l'Asvel. On sait que Monaco est un très très gros budget du championnat. Donc voilà, ça change un petit peu dans le sens où c'était pas non plus une équipe qui était en danger. Du côté de Limoges, ça a aussi été le cas la saison passée, puisque Kai Ming avait été limogé et François Perronnet était arrivé au coaching du CSP. 4 victoires sur les 11 premiers matchs à l'époque pour Kai Ming, et François Perronnet avait plutôt bien fait le job du côté de Limoges. Au final, ça se termine plutôt positivement, puisque Limoges se qualifie pour les playoffs avec 20 victoires pour 14 défaites. Le bilan final, donc ça s'est carrément bien passé pour le CSP après le départ de Kai Ming et le début de saison qui avait vraiment été très compliqué. Est-ce que réellement changer d'entraîneur est quelque chose de positif pour un club? Parfois effectivement ça l'est, des fois ça l'est pas. Après c'est un peu la loterie entre guillemets. Après voilà. L'entraîneur, c'est quelque chose. Maintenant, quand on a fait des erreurs de casting, on a fait des erreurs de casting. Il faut être capable d'assumer. On prend l'exemple de Rouen il y a 2 ans qui fait une saison quasi catastrophique. Ils remportent la Leaders Cup, ils arrivent à se qualifier pour les playoffs. Et pourtant, ils avaient une équipe de malades mentales. Mais malheureusement, ça n'a pas été très glorieux. Donc voilà, il ne faut pas non plus se tromper sur l'effectif qu'on porte. Il faut avoir quelque chose qui convient avec la politique et le basket promu par son entraîneur. C'est ce que certains clubs qui ont une régularité arrivent très bien à faire. On note par exemple le cas en Pro B de la DA Blois qui s'en sort quasiment toutes les saisons, qui a été évidemment champion de France il y a 2 ans, avec pas forcément un budget énorme, mais pour autant ils ont toujours une cohérence incroyable dans leur équipe, et la seule saison où ils ont voulu prendre des grosses stars, bah, c'est la saison passée, et ils se sont un peu gaufrés. Alors après ils arrivent en playoff, mais la saison fut plus compliquée. Donc il faut faire attention, pas toujours prendre des gros joueurs, c'est là-dessus qu'il faut être capable de porter un petit peu le pour et le contre des très bons joueurs, des joueurs de l'ombre qui vont être capables de faire le gros job. Ça c'est super important et on le voit dans des équipes qui sont capables de faire des grosses saisons, même cette saison. Cholet c'est le cas. Voilà, il faut se dire qu'à un moment donné, quand l'équipe travaille avec un vrai projet, que le club travaille avec un projet sur le long terme, à l'instar par exemple de la JD à Dijon, qui fait pas de bruit mais qui est super efficace, et ben ça paye. Donc c'est là-dessus surtout qu'il faut être capable de vrai. Maintenant, les changements d'entraîneur, c'était le sujet de cette émission, et effectivement, on est capable de le voir ici. Bah,
Parfois, ça porte ses fruits. À un moment donné, c'est obligatoire pour servir d'électrochoc. Maintenant, c'est pas tout le temps soldé de quelque chose de positif. Et c'est là-dessus qu'il faut être capable de se dire que parfois, c'est pas forcément l'entraîneur qui doit sauter. Maintenant, quand on a atteint un point de non-retour et que le groupe ne suit plus du tout son entraîneur, effectivement, il faut changer les choses. Après, est-ce qu'on doit mettre un assistant? Est-ce qu'on doit mettre un entraîneur qui a de l'expérience? Ça, c'est une autre question. Donc c'est là-dessus que tout doit se tourner. Est-ce qu'on prend plutôt un entraîneur un peu plus expérimenté et pourtant on voit que parfois ça marche pas toujours, ou alors est-ce qu'on donne sa chance justement à de jeunes entraîneurs? Elric Delors, ça fonctionne super bien, Mehdi Mari, c'est en train de fonctionner super bien. Moi, j'ai quand même hâte de voir comment Roanne et Poitiers vont relever la tête. Jean-Denis Choulet, ça, on a tous envie de le revoir revenir à la Alvacheresse sur le banc du côté de Roanne. Et derrière, Jérôme Navier, qui avait plutôt envie de délaisser le job d'entraîneur pour passer plutôt à un côté dirigeant-manager, qui revient. Alors, comment ça va se passer? Quels joueurs ils vont faire revenir du côté de Poitiers? C'est surtout ça qui va changer, je pense, le visage de cette équipe Poitevin ou non. En tout cas, pour l'instant, c'est très mal embarqué. Une seule victoire depuis le début de la saison pour le PB. Pour Roanne, c'est moins compliqué. Ils sont à égalité avec le premier non relégable, le BCM. La saison est encore très longue, même s'il y a 3 descentes. Donc, effectivement, il fallait réagir, même si on peut toujours discuter du départ de Laurent Pluvy qui était très tôt, fin octobre. Donc voilà, tout cela fait que ça reste à débattre, ça reste à discuter. Moi, j'attends vos avis en commentaire. Évidemment, c'est ça qui va être le plus important, qu'on puisse discuter ensemble. La page Facebook va arriver très bientôt. La page Instagram, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner et publier avec nous en story, nous mentionner, on vous republiera dans notre story, nous suivre, ça c'est super important, et surtout nous partager. Temps mort production, tout attaché, temps mort, un temps mort, temps mort. Production à la fin, tout accroché, ça c'est le compte Instagram. Même chose sur le compte YouTube sur lequel vous êtes actuellement, Temps Mort Production. Abonnez-vous, la petite cloche également pour pouvoir recevoir les notifications, ça c'est super important. Dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous l'avez en notification, vous pouvez y aller. Voilà, ça ferait vraiment plaisir. En tout cas, n'hésitez pas, c'était la première émission et je sais que tout n'a pas été parfait, c'est sûr. Maintenant, on va continuer à travailler pour vous, on va continuer à travailler pour qu'il y ait du contenu sur le basket français, c'est ça qui est super. Il faut qu'on fasse évoluer notre sport ensemble dans ce pays, puisqu'on sait que voilà, ça c'est un long débat dans lequel peut-être qu'on reviendra plus tard. C'est quelque chose qui me touche à cœur, la médiatisation du basket français, qui est plus ou moins moyenne. On y reviendra plus tard parce que j'ai envie qu'on en discute ensemble et j'ai envie d'avoir votre point de vue. Donc voilà, maintenant, votre petit avis sur les changements d'entraîneur, ça serait plutôt cool. Si vous êtes supporter de Poitiers, j'attends votre avis, de Roanne, du Mans. Si vous êtes un amateur de basket français, ça c'est super important. Dans tous les cas, restez connectés parce que cette semaine, dès la fin de semaine, vous allez avoir la première chronique Pro B et ça va être super cool, vous allez voir. On va parler des matchs du week-end puisque le championnat reprend. Et derrière, tout début de semaine, lundi ou mardi, vous retrouverez du coup le bilan de cette journée de Pro B tous ensemble. Et puis dès qu'il y a une info, on se retrouve ensemble pour en parler dans une vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis à très vite puisque je vous dis à la fin de semaine où on se retrouvera pour une bonne vidéo tous ensemble. N'hésitez pas donc d'ores et déjà à donner votre avis, abonnez-vous à Instagram, abonnez-vous à YouTube, tous les liens seront dans la description. J'espère vraiment de tout cœur que cette émission vous a plu, je vous remercie et j'espère que vous viendrez nous suivre très rapidement dans l'aventure Temps Mort. Salut!